que les gens de gauche qui pensent qu'on est de droite, il n'y a que les gens de droite qui pensent qu'on est de gauche. J'essaie de les avoir depuis très longtemps. C'est McFly et Carlito. Enfin, le service public a compris que Hugo faisait un travail qui était de bien meilleure qualité qu'un paquet d'émissions et qu'un paquet de budgets alloués par le service public. Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Lui, c'est Valran. Et lui, c'est Antonin. Et ensemble, avec deux autres fondateurs, ils ont créé Le Crayon, le premier média de débat à destination des jeunes. Comment la télé peut se réinventer pour toucher les jeunes? Hugo Décrypte est-il le plus grand journaliste de notre génération? Est-ce que Le Crayon est impartial? Je vous invite à écouter cette interview et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup de m'accueillir ici en tout cas. C'est un très grand plaisir, bravo pour tout ce que tu fais. Super sympa. Est-ce qu'au début, tu étais dans l'optique de dire ok, on va développer un média ou est-ce qu'on va développer une entreprise? Tu vois, tu étais plus dans quelle vision? On a développé ça avec Valran. Dès le début, c'était on va développer un média, mais qui est rentable. On n'est pas parti à la fleur au fusil en se disant oui, on va interviewer des gens, on verra. Non, en fait, dès le début, on était en mode il faut qu'on gagne de l'argent parce que sinon, on n'existera pas. On s'est toujours dit que le média était trop perçu comme un organe de presse, en fait. Et que c'est ultra important pour du journalisme d'investigation, c'est ultra important pour du journalisme d'actualité, mais pour le reste, finalement, le besoin de journalisme, le besoin de centrer toute ta proposition de valeur autour d'une logique média, elle n'est pas nécessaire parce qu'en fait, elle nuit à long terme à la qualité éditoriale. Je m'explique. L'idée, c'est qu'en fait, plus tu vas avoir un business model qui est fragile, plus la manière de gagner de l'argent va être difficile pour un média, plus tu vas être dépendant des vues, des annonceurs et en gros de ta communauté, et plus du coup tu vas ne jamais prendre de risque éditorial et ne jamais aller au bout de ton idée parce qu'en fait tu es dépendant de ça pour continuer à faire tourner ton activité. Et aussi il y a un sujet d'indépendance, c'est-à-dire que dans les médias aujourd'hui, être indépendant c'est pas forcément évident. Enfin en tout cas être indépendant sur sa ligne éditoriale, se dire qu'est-ce qu'on choisit, etc. Et si t'es pas rentable, si t'as pas ce pouvoir-là, n'importe qui peut dire maintenant je te donne tout l'argent que tu veux et tu peux faire ce que tu veux, mais du coup tu peux plus vraiment choisir ta ligne, quoi. Donc c'était important de ce point de vue-là aussi de se dire nous on a envie de traiter des sujets qu'on veut traiter et donc il faut qu'on soit aussi totalement indépendant là-dessus. Donc ça a été évident pour vous de lancer le surligneur, le pinceau pour à financer en fait quelque part le média. Ouais. Exactement, même si on n'avait pas vraiment l'idée en tête depuis le début, on avait toujours ce truc à l'esprit que si on voulait construire une boîte compétitive, il fallait qu'on ait toutes les compétences, le plus grand nombre de compétences du digital. Donc après on s'est spécialisé vraiment sur le personal branding, le contenu avec le surligneur et sur l'influence, sur les campagnes, sur la relation presse avec le pinceau. Et en fait tout ça c'est de se dire on va être capable de pouvoir faire propulser n'importe quel projet. Et puis en plus vous utilisez surtout le crayon comme vitrine, un peu comme visibilité. Pour ensuite, ça ramène des leads ou pas? Tu le sens ou pas? Ouais, complètement, c'est sûr. Et puis le pinceau, le surligneur aurait beaucoup moins de la cote si jamais c'était pas des entités du crayon. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord tout le temps pour prendre des décisions parce que vous êtes 4 ou 5 fondateurs. Vous êtes 4 fondateurs. Comment ça se passe un peu, tu vois, cette relation entre vous du coup? Nous, on a une gouvernance assez simple, c'est qu'en gros, on a 4 pôles dans la boîte. Les pépites de France, le crayon, le surligneur, le pinceau. Chacun d'entre nous gère un pôle de la boîte et moi je gère la boîte au global. Okay. En gros, chaque décision qui est prise, c'est la personne qui est patron, qui est à la tête de sa business unit, plus une voix de nous 4 égale décision prise. Et après, quand ça concerne la boîte, c'est du coup vers moi que ça tourne, c'est moi plus plus un autre oui des associés et la décision est prise. Et en fait, ça permet d'aller vachement plus vite dans les décisions parce que le risque quand t'es 4, c'est d'avoir 2 contre 2. Bah oui. Et si t'as 2 contre 2, t'as blocage. Il n'y a pas d'arbitre. Exactement. Et donc on a décidé que c'était la personne qui avait le meilleur niveau d'information, qui avait plus une voix de plus, on va dire, que les autres, tu vois. Ok, d'accord. Et puisque c'est important pour vous d'avoir peut-être des opinions aussi différentes dans un média de débat entre vous? En fait, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est important pour nous, c'est que c'est ça qui a créé en fait le crayon. C'est que c'est même dans le sens de, on n'aurait pas du tout eu le même média si jamais on avait eu les mêmes opinions tous les 4. D'ailleurs, je sais pas laquelle ça aurait été parce que aucun de nos 4 n'a les mêmes opinions. On débat souvent, on est quasiment jamais d'accord sur des sujets et c'est ça qui est intéressant, mais on se respecte, on discute, on échange et ça nous nourrit aussi pour construire les émissions. Tu nous fous nous 4 dans des séquences off où en fait il n'y a pas de caméra mais tu foutrais des caméras à ce moment-là, les gens comprendraient tout de suite l'esprit du crayon, même entre nous on n'est pas d'accord, quand il y a une loi qui passe ou quand il y a une grosse polémique dans le pays, même entre nous on n'est pas d'accord. Et c'est justement d'ailleurs intéressant parce que c'est quand on est tous les 4 d'accord que là on se dit tiens, il y a peut-être une forme de consensus entre guillemets national sur un sujet. C'est très rare qu'on soit tous les 4 d'accord
et que la majorité des Français ne soient pas d'accord. Ce qu'on sous-estime aussi parfois, c'est les contenus que nous proposent les plateformes, les algorithmes sur les plateformes. Ils sont assez différents si tu regardes le Insta ou le TikTok de Valorant, si tu regardes le Insta ou le TikTok de Sixteen, si tu regardes le Insta ou le TikTok de Jules, si tu regardes mon Insta ou mon TikTok, on est tous les quatre dans des univers totalement différents, ce qui fait qu'on s'envoie plein de contenus. Et on est en mode putain, ça existe ça? Ah ouais, ça existe, ok. Bref, et du coup, on se nourrit mutuellement comme ça. Et du coup, moi qui suis un peu avec Mathilde, on gère un peu toute la ligne édito de savoir qui on invite, comment on l'invite, etc. Et on est nourri aussi de ce point de vue-là en disant on va faire cette émission parce que Sixteen m'a envoyé tel truc. Donc, ah putain, c'est effectivement un sujet intéressant. Val m'a envoyé ce truc-là. Ah ok, mais les deux, en fait, ils peuvent peut-être débattre ensemble. Ok, on fait un débat, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on réfléchit aussi. Donc ouais, le fait qu'on soit tous les quatre différents et qu'on ait des avis différents, c'est hyper important. Et puis dans la plupart des médias, en plus, les journalistes sont relativement impartials, essayent de pas parler, pas du tout donner leur avis. Vous, on a l'impression que c'est important aussi pour vous quand même de vous montrer, de montrer ce que vous pensez. Parce que nous, on pense que la meilleure manière d'être le plus proche de la neutralité, c'est d'être le plus proche de la transparence. Ouais. Et en fait, nous, on fait beaucoup ce signe égal entre transparence et neutralité en se disant la neutralité journalistique, elle n'existe pas ou elle est quasi impossible à toucher. Derrière, il y a la question de la sélection des sujets, des informations, tout ce que tu veux. Donc du coup, nous, au lieu de s'embarrasser en se flagellant du matin au soir en disant on ne sera jamais parfait, on se dit juste on est transparent. Donc on estime que tant qu'on est transparent, on atteint une forme de neutralité. On ne comprenait pas forcément au début quand on regardait Brut, Combini ou les médias digitaux qui sont lancés il y a très longtemps et qui font du très bon travail. On ne voyait pas les journalistes. On voyait des questions, des gens qui parlaient, mais on ne voyait pas forcément les journalistes. Et du coup, on s'est dit, ok, nous, on va faire des émissions qui sont incarnées, on va nous voir. On pourra nous dire, si on nous reproche quelque chose dans notre travail, on pourra regarder la personne et dire, ok, c'est cette personne-là qui a fait ça. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire des débats où tu regarderas les premiers débats, c'est Valorant qui les présente. Il est comme ça au milieu de deux personnes qui sont en train de discuter, il leur dit, non mais calmez-vous, bref. Et du coup, c'est Valorant qui anime le truc et qui incarne le sujet. J'ai l'impression aussi, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que en fait, on sortirait complètement de l'incarnation que finalement les chiffres et l'intérêt pour le média seraient quasiment le même. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucune manière de réussir à faire une corrélation entre lequel de nos 4 interviews et les stats. On a tous fait des interviews qui ont pété, on a tous fait des interviews de débat qui ont floppé. Donc on se dit qu'en fait, notre incarnation en tant que personne, elle est peut-être beaucoup moins importante que chez un Gaspard G ou chez un Hugo Décrypte. Pour eux, si jamais tu changes l'incarnant, t'as plus du tout le même intérêt pour le contenu. Nous, on a l'impression que c'est pas non plus ça. Et après, je voulais pas tomber dans le truc de Brut, où Brut, à part Charles Villa et Rémi Buzine, tu n'as aucune idée de qui y bosse. Et ça me gêne un peu parce que je ne sais pas qui me parle. Ah ouais. Et je trouve qu'il y a ce besoin-là dans les nouveaux médias de savoir qui nous parle. Un peu comme si, en fait, Brut était un héritier d'un Le Figaro ou d'un Le Monde, et que nous, on était plutôt un héritier de TF1 ou Canal+. Donc Brut ayant plutôt cet héritage, on va dire, je trouve, média, magazine papier, print, où en fait, tu as plein de journalistes qui écrivent plein d'articles sur plein de sujets différents. Et nous, plutôt Canal+, TF1, dans le côté, tu as un incarnant dans une émission, mais c'est pas parce que tu changes la personnalité qui fait le 20h de TF1 que tu vas arrêter de regarder le 20h de TF1. Tu vois. L'incarnation, c'est quelque chose qu'on fait encore dans les interviews. C'est quelque chose qu'on assume et qu'on revendique, c'est-à-dire que le média est créé par nous et les gens savent que c'est nous. Brut ou Combini incarne peut-être moins, tu sais pas forcément, il faut chercher exactement qui est derrière. Nous, on a ce truc-là de dire qui est derrière, c'est nous et on se cache pas. En revanche, on a tendance maintenant, alors moins sur les formats d'interview, mais sur les formats même plus réseaux sociaux, à se désincarner aussi plus en plus, parce qu'on a envie aussi de donner la parole aux personnes et que le sujet, parce qu'en fait là où au début c'était important pour que les gens comprennent qui on était, aujourd'hui le plus important c'est quand même que on arrive à donner la parole aux gens et que les gens puissent exprimer leurs idées sans que nous on soit là et que les gens nous jugent que ce soit nous le sujet du média. Tu penses par exemple que Hugo Décrypte, il devrait peut-être plus faire incarner ces autres journalistes pour qu'on l'associe moins, tu vois, vraiment aux médias? Moi je pense pas, parce que je pense pas que ce soit son but déjà, mais surtout je pense pas que ça soit ultra utile. Aujourd'hui c'est le plus grand journaliste de notre génération. Je pense pas qu'il ait intérêt à diluer cette puissance de confiance là en transférant sa confiance à d'autres de son équipe qui potentiellement peuvent lui porter préjudice et porter préjudice à tout ce qu'il a construit. Là où nous, j'ai envie de dire, si jamais on faisait des émissions avec quelqu'un d'autre que l'un de nous 4, et c'est-à-dire on l'a déjà fait avec un Victor Apchi par exemple, et que Victor Apchi déconne par exemple, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, il a fait des super émissions, mais c'est pas la fin du monde, Crayon n'en pâtit pas tant que ça, tu vois. Parce que en fait, on se veut en tout cas beaucoup plus proche d'une chaîne de télévision
que d'une figure journalistique, tu vois. Ouais. Ce que je pense est beaucoup plus Hugo, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Je vais te passer un d'accord, pas d'accord, je vais te poser des questions. Tu vas répondre par d'accord, pas d'accord et tu peux justifier bien sûr à chaque fois, ok? Vas-y. Vous êtes là pour casser le game des médias. D'accord. D'accord, D'accord. d'accord. La télévision va couler. Pas d'accord. Pas d'accord. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va disparaître, je pense. En revanche, la télé, on le voit aujourd'hui, YouTube est consommé. Je crois que ça joue à très peu de pourcents, mais c'est vraiment en train de passer devant le téléphone. C'est-à-dire que la première manière de regarder YouTube aujourd'hui, c'est la télé. Donc la télé en tant qu'objet audiovisuel va continuer d'exister. Les gens vont continuer d'avoir une télé dans leur salon pour consommer du contenu. En revanche, ce sera sans doute pas, en linéaire. En tout cas, la télé linéaire est morte. C'est-à-dire que tu vas pas allumer ton programme à 16h. La télévision ne va pas couler. La télévision a juste pris du retard sur la digitalisation et sur les nouveaux moyens de monétisation. Parce qu'en fait, tout le sujet, et c'est pour ça que ça s'en parle autant, même si parfois ça me donne pas une bonne image de journaliste ou tout ce que tu veux, mais c'est parce qu'en fait, le business model des médias, c'est un vrai sujet. C'est même le sujet principal. C'est le sujet qui change absolument tout le système de transfert de la télévision au web et tout ce qui est avec. Et tant que la télé n'aura pas trouvé de business model ultra lucratif sur le web, ils seront coincés dans le linéaire et le flux. Aujourd'hui, c'est toujours le canal de diffusion le plus puissant en France et de loin. Ouais. Et de loin. En revanche, je pense que dans 10 ans, ça ne sera plus le cas. Okay. En revanche, ils existeront toujours. Et probablement qu'ils se seront réinventés. Je prends l'exemple de Europe 1 ou de TPMP. Je trouve que la diffusion de réseaux sociaux d'Europe 1 et TPMP est assez bonne. Si demain, tu as le patron de TF1 ou de Canal+, qui va te voir, qui dit « Écoute, moi j'ai besoin de me révolutionner, de créer un nouveau format », tu vois, comment tu transformerais ces formats télévisuels qui marchent très bien, mais je veux dire qui touchent une audience qui est quand même assez âgée, pour essayer justement d'être plus dans l'incarnation? Tu vois quoi, tu mettrais les journalistes qui font les reportages plus en face cam? Qu'est-ce que tu verrais? C'est une très bonne question. Moi, je verrais 3 choses très directement. La première, c'est la question de la distribution, la plus importante. Il faudrait que beaucoup plus de formats soient pensés pour être retargetés et redistribués ailleurs. Sur les réseaux sociaux, sur TF1 Replay, mais en fait sous forme de capsules. Donc on se dit qu'il y a le JT de 30 minutes par exemple, et dans ce JT de 30 minutes, on va pouvoir en sortir 3-4 capsules différentes pour les réseaux sociaux ou pour le TF1 Replay. Tu vois. Donc ça, c'est une question de distribution. La deuxième chose, selon moi, c'est une question d'éditorialisation. Ce que les réseaux sociaux ont apporté que n'avaient pas les canaux traditionnels, c'est la logique qu'on va appeler du copywriting. C'est la logique de créer son contenu pour qu'il marche dans des plateformes concurrentielles. La télé est un peu concurrentielle, mais très différemment des réseaux sociaux. Si tu es sur TF1, tu es sur TF1. Et donc du coup, tu peux créer des mécaniques là, pour le coup d'écriture journalistique, d'écriture d'émissions, qui permettent de tout de suite t'accrocher, de tout de suite te faire avoir envie de rester parce que tu vas teaser, tu vas permettre de créer une boucle dans l'émission. Et la dernière chose, tu parlais d'incarnation, plus que d'incarnation, je dirais du formatage, faire en sorte qu'il y ait la minute 2. Là, pour le coup, je prends l'exemple de Quotidien, qui je trouve, ou du petit journal avant Quotidien, qui a toujours été, je trouve, de très loin la meilleure émission dans le sens de comment tu réussis à créer des mini-formats, des mini-pastilles, un paquet de choses qui sont vachement agréables à consommer quand tu regardes une émission et qui en plus te permettent toujours de t'informer parce que Quotidien ou Petit Journal, c'est quand même une très bonne émission. Ça permet d'être drôle, d'être intéressé, d'avoir des invités. Enfin, je trouve ça très on est dans l'infotainment, quoi. Exactement, c'est vraiment exactement ça. Et je trouve que l'émission de télé qui ressemble le plus à ce que les réseaux sociaux apportent de mieux, c'est Quotidien aujourd'hui. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu en penses par exemple d'Hugo Décrypte qui va avoir son émission là, donc, qui est diffusée sur France 2 Ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Je trouve que ça aurait pu être fait un paquet de temps avant, si tu veux, mon avis. Mais putain, enfin, tu vois, enfin le service public a compris que Hugo faisait un travail qui était de bien meilleure qualité qu'un paquet d'émissions et qu'un paquet de budget alloué par le service public. Très bonne idée de la part de France 2 de faire ça. T'as regardé France 2 ? Ouais. Tu l'as regardé ? Alors, non, j'ai regardé moi le replay, effectivement, sur la chaîne YouTube en fait. Voilà. Est-ce que le public jeune va aller vers la télé ? Je pense que non. Ouais, tu penses que non ? Je pense que non. Les publics jeunes continuent de regarder Hugo Décrypte et ils se débrouillent très bien. En revanche, le public jeune n'ira pas. J'ai regardé le premier, moi. Honnêtement, j'étais sur France 2 pour regarder le premier. Parce que je m'étais dit, putain, c'est un truc événement et tout. J'aurais jamais France 2 le samedi, donc évidemment que je vais pas regarder. Donc de ce point de vue-là, c'est très beaucoup de com, mais je pense pas que ça fonctionne. Je vais prendre l'exemple de sur le front de Hugo Clément, lui qui a une personnalité un peu entre le web et la télé. Je vais prendre l'exemple du coup de l'émission de Hugo Décrypte sur France 2, qui est, je trouve, moi, d'une grande réussite. Et je vais prendre même par extension toutes les présences de jeunes youtubeurs ou autres à la télévision ou tout. Moi, je suis une des bonnes incarnations de ça sur RMC, sur BFM Business.
La réalité, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Et le fait d'avoir voulu moraliser ce qui est bien, ce qui est pas bien, qui a une carte de presse, qui n'en a pas, ce genre de choses, on a oublié que Hugo Décrypte était devenu une référence pour l'actualité, que Le Crayon est devenu une référence pour le débat, que Hugo Clément est devenu une référence sur l'écologie, et que sortir de ça en se disant ça c'est les réseaux sociaux, c'est pas nous, nous on est traditionnels, je sais pas, je trouve ça n'a pas de sens en vrai. Vous êtes en coloc avec les autres fondateurs. D'accord. D'accord. Ouais, on est en coloc, Jules, Val et moi. On est en coloc, ouais. Pas Sixtine. Elle a décidé de ne pas nous rejoindre. Mais en vrai, j'ai l'impression de ne pas les voir assez, pour être très franc. Ouais. On oublie de se caler des dîners pour se voir. Ouais. Ah ouais. On a déjà essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour le crayon. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Non, je crois pas. Non. Pas d'accord. Il n'y a pas de mépris des médias traditionnels qui pourraient... Non. Mais ça, je pense que tout le monde, enfin, je crois pas qu'il y ait des gens qui aient accompli quoi que ce soit d'un chouïa ambitieux sans avoir des bâtons dans les roues. Mais sauf que c'est important de le dire qu'on a eu, je trouve, au moins autant de soutien et de bienveillance que de bâtons dans les roues. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. C'est juste que les bâtons dans les roues et les soutiens venaient pas des mêmes types de personnes. Les bâtons dans les roues sont souvent venus de gens qui étaient un peu la version de nous d'il y a 10-15 ans. Ouais. Là où la force est souvent venue de gens comme nous, mais sur différents sujets, tu vois. Genre, on est très très amis avec des personnes comme Gaspard G, comme Mamadou Dembélé de The Impact Story, Claire Petro des Pépites Vertes, Hugues Duroni du Média Positif, Matteo Camarda de Bloom. Enfin, on est vraiment très proche de toute cette génération en fait des nouveaux médias. Et on s'envoie énormément de force entre nous parce que on estime que le sujet, c'est pas nous contre l'autre ou inversement, que c'est vraiment juste une industrie entière qui se professionnalise. Tu vois. Ouais, carrément. Et est-ce que justement tu le sens un peu cette transition où avant il y avait un mépris des médias traditionnels, même des journalistes, envers les nouveaux médias? Est-ce que tu le sens ou pas cette transition où aujourd'hui on vous considère davantage? Alors, t'as complètement raison, et j'ai l'impression d'ailleurs même que le Crayon bénéficie d'une espèce de petit surplus d'aura là-dessus par rapport à beaucoup d'autres médias digitaux qui sont beaucoup plus éloignés de la télévision, de la presse traditionnelle et tout. Alors que nous, pour le coup, on y est assez proche. Après, je crois que la majorité des médias digitaux s'en foutent, pour être franc. Ça peut être une opportunité de développement, et là, ça les intéresse. Mais le fait qu'un journaliste d'un grand média papier va dire d'un média digital « Oh là là, c'est vraiment très cool ce qu'ils font », le média digital, il est en mode « je m'en fous, mes stats me le disent déjà » en fait. Ouais. Ils ont vraiment cette relation directe à l'audience, et c'est l'audience qui les intéresse. C'est d'abord et avant tout leur communauté, les gens qui les regardent. Après, nous, ça ne nous empêche pas qu'on a vraiment ce vrai intérêt de travailler avec les médias traditionnels, la télé, les presse papier et tout. Parce que nous, on estime que le rôle du Crayon, un des rôles principaux du Crayon, c'est de réunir. Et du coup, c'est aussi de réunir les médias traditionnels et les nouveaux médias. Et c'est ce qu'on fait notamment avec l'afterwork des médias du surligneur, où ça réunit des médias traditionnels et des médias digitaux. C'est ce qu'on fait aussi par l'intermédiaire de ma présence sur BFM Business ou RMC en tant que chroniqueur. C'est aussi ce qu'on fait en travaillant avec des groupes médias comme les Écoles Parisiens, comme Madines, comme Le Figaro sur différents projets. Et donc en fait, c'est vraiment véritablement ce but d'être un acteur de transmission, un acteur de transmission entre les générations, de modernisation de tout le secteur en fait. D'accord, pas d'accord, le Crayon est impartial. Oui, d'accord. Ça, d'accord. Peut-être qu'on a nos biais, il y a des choses qu'on voit pas, il y a des choses qu'on essaie de traiter, pas traiter, mais on essaye le plus possible de donner la parole à tout le monde, à tous ceux qu'on voit et à tous les sujets qui nous semblent pertinents et intéressants. Je pense d'où l'importance aussi d'être 4 là-dessus. On ne fait que d'essayer d'être impartial tous les jours. Donc si les gens ne me croient pas aujourd'hui, c'est pas grave, ils me croiront dans un an. S'ils ne me croient pas dans un an, c'est pas grave, ils me croiront dans 3 ans. Donc en fait, il y a un moment où genre, je sais qu'ils vont tous, il y a un moment, ils vont tous avoir ce déclic de ok, j'ai compris, d'accord, ils sont bien impartials. Donc j'en veux pas aux gens qui pensent qu'on ne l'est pas. C'est le reflet de leur propre biais d'ailleurs, parce que personne de droite pense qu'on est de droite et personne de gauche pense qu'on est de gauche. Il n'y a que les gens de gauche qui pensent qu'on est de droite et il n'y a que les gens de droite qui pensent qu'on est de gauche. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que les gens comprennent aussi. Et donc, du coup, juste nous, on fait de notre mieux pour l'être. On a toute une méthodologie interne. On a vraiment travaillé pendant plusieurs semaines et plusieurs mois autour de méthodologie interne pour être sûr d'être le plus impartial possible. C'est des méthodes qu'on garde en interne, mais on ne se refuse pas à les sortir en bouclier à la Captain America si un jour il y a vraiment des gens qui viennent nous embêter. Bien sûr. Vous êtes tous d'accord politiquement? Pas d'accord. On n'est pas d'accord politiquement, et même au sein de l'équipe du Crayon, il y a plein de gens qui pensent des choses différentes. Il y a des gens de tous les horizons politiques au Crayon. Tu pourras discuter avec eux si tu veux, voir un peu, te faire ton propre avis là-dessus. On pense tous différemment. En revanche, on a tous ce projet commun au Crayon, c'est ça qui nous réunit, d'essayer de faire en sorte que les gens puissent construire leur avis et leur opinion, sans biais idéologique, en disant il y a des jeunes qui nous regardent, des jeunes citoyens qui sont en train d'essayer de forger leur opinion, et nous on va essayer de les accompagner en disant voilà les avis aujourd'hui en France, voilà les opinions qu'il y a, voilà les faits, ce qui se passe,
fais-toi ton avis. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire et de réunir. Parce qu'en fait, le projet, c'est pas juste une fois que les gens ont leur avis, le projet, c'est pas qu'ils se divisent. C'est pas de dire, bah toi tu penses ça, toi tu penses ça. Au contraire, c'est de dire, ok, toi tu penses ça, moi je pense ça. Comment on construit ensemble? Comment on arrive à faire un projet, une société, on arrive à construire une société commune ensemble. Et c'est ça vraiment qui nous unit tous. Et je pense à un débat qu'on a fait, que c'est entre un prêtre et une actrice porno. Il se trouve que dans le projet de loi qui a été mis en place pour protéger justement les jeunes vis-à-vis du porno, il y a un podcast qui est cité. C'est un podcast qui a été fait justement entre les deux personnes qu'on a fait se rencontrer, qui a été fait après le débat qu'on a fait. Parce que suite à notre rencontre, ils se sont rencontrés, ils sont devenus potes, ils ont fait un podcast ensemble et ils ont lutté ensemble pour la protection des mineurs sur le porno. C'est ça le crayon. C'est ça. C'est ça le crayon. On a créé une amitié entre une actrice porno et un prêtre qui peuvent ensemble sensibiliser au ravage de la pornographie, à l'éducation à la sexualité, au débat entre la religion et l'intime. C'est génial, c'est ça qu'on veut. On a pour but de reproduire ça et de faire en sorte que dès qu'on voit qu'il y a un sujet qui clive, d'essayer de se dire ok, ça clive, très bien, toi tu penses ça, toi tu penses ça, mais ok, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous réunir et discuter et trouver quelque chose qui vous rassemble pour pouvoir construire ensemble, en gros. Des gens ont déjà eu peur de venir sur le crayon. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a une grosse idée reçue sur le crayon, mais d'ailleurs sur beaucoup de médias, mais c'est qu'en fait, les commentaires indiquent de quelconque manière une vérité. Et moi, ça m'a un peu énervé, et je suis content de pouvoir en parler là, c'est que parfois, peut-être que je me rends pas compte, je suis pas dans d'autres médias, mais parfois j'ai l'impression qu'on va refuser de venir sur le crayon et qu'on va pas refuser de venir sur Brut ou Loopsider en disant que sur le crayon, il va y avoir des commentaires négatifs. Ouais. J'encourage les gens à aller regarder les commentaires sur Brut ou Loopsider, voir s'ils sont positifs. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pas un reproche que je fais à Brut, c'est pas un reproche que je fais à Loopsider. C'est le principe. À partir du moment où on est un média qui partage des idées, qui challenge le pays, il va y avoir des commentaires négatifs. Et le fait de se dire ça c'est le crayon et c'est pas les autres médias, c'est faux. Et c'est complètement une facilité. Et qu'en fait, ça on en revient toujours à la même chose, ça dépend de ta taille. Et en fait, plus on grossit, plus c'est facile. C'est toujours la même chose. C'est vrai que vous donnez un peu la parole à tout le monde sur le crayon, mais est-ce que tu as l'impression que les personnalités peut-être plus connues, influentes, des fois, ça bloque quoi, leur agent ou leur attaché de presse vont leur dire « Ah, c'est peut-être pas bien que vous allez là-dessus parce que ça va parler de sujets… Moi, je pense que c'est la question de comment on t'identifie. On n'identifie pas Brut comme un média qui a reçu Mélenchon ou Zemmour. Pourtant, ils ont reçu Mélenchon ou Zemmour. Alors qu'on va facilement identifier le crayon comme un média qui a reçu François Bégodeau, Mathilde Panot et Jordan Bardella, Éric Zemmour. Tu vois. Sauf qu'en fait, on a fait exactement ce que Brut a fait. À la seule différence que Brut, ils ont un volume de contenu et une existence depuis plus longtemps qui fait que c'est pas des trucs qui viennent en tête tout de suite. Alors que chez nous, je sais que recevoir des politiques de la France Insoumise ou du Rassemblement National, c'est un truc que les gens nous ont régulièrement reproché ou nous ont pointé du doigt. Que ce soit des gens de droite qui détestent la France Insoumise ou des gens de gauche qui détestent le RN. Et nous, ce qui nous énerve, c'est de devoir justifier qu'en fait, le service public, Brut, TF1, ils font tout ça. En fait, je vois pas pourquoi ça poserait plus de problèmes chez nous. Et en fait, je pense que ça pose peut-être plus de problèmes chez nous parce qu'on est aujourd'hui encore plus petit. Ouais. Si tu avais un débat de tes rêves, ce serait lequel? Le débat de mes rêves, honnêtement, ce serait qu'on arrive à organiser le débat présidentiel sur le crayon. Qu'en 2027 ou peut-être après, on se dise, bah voilà, le débat présidentiel est diffusé en même temps sur, peut-être encore sur une chaîne classique, parce qu'il y a encore des gens qui regardent la télé, mais aussi en direct sur le crayon. Donc voilà, ça serait un rêve qui est atteignable, je pense. J'ai un débat que je rêverais de faire, donc c'est deux personnes. Je rêverais de faire un débat entre Bégodeau ou François Ruffin et Oussama Hamar. Des personnes qui ont une vraie radicalité sur le partage de richesses et qui ont des vrais arguments historiques, politiques dessus. Et Oussama, de l'autre côté, a passé des années à penser, à réfléchir à la création de valeur. Et donc du coup, le fait d'avoir un débat entre les deux serait à mon avis passionnant. J'essaie de les avoir depuis très longtemps. C'est McFly et Carlito. Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est des personnalités que je suis depuis très longtemps, dont j'apprécie l'humour. Je trouve qu'il y a une certaine intelligence dans ce qu'ils font. Donc, je trouve ça intéressant, le fait qu'ils aient interviewé Macron aussi. Enfin, c'est une émission avec Macron, c'est intéressant. J'espère qu'ils nous en veulent pas trop. On a fait une émission avec Rémi Gaillard dans laquelle il tacle un peu McFly et Carlito. Moi, j'aimerais beaucoup les recevoir. En vrai, c'est partie d'invités où tu pourras regarder. D'ailleurs, j'ai un rush d'une très vieille émission où je dis j'ai très envie aussi de recevoir McFly et Carlito. Et c'est depuis le début du crayon, ce truc-là. Justement, voilà. Tu comprends ou pas ce qu'ils font un peu dernièrement? C'est-à-dire après leur longue pause, ils ont lancé peut-être des formats qui sont peut-être plus simples, moins huge, tu vois. J'étais pas fan au début.
j'étais un peu en mode, c'est dommage, j'aimais bien leur bon concept. Moi, j'étais toujours dans l'attente de. Alors, je peux comprendre, il y avait toujours le toujours plus, et au bout d'un moment, ils étaient fatigués, ils pouvaient plus. Moi, j'attendais, j'étais en mode, ah putain, et là, ils ont fait un truc avec Tom Holland, après avec Will Smith, après le président, puis ça partait vraiment. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime beaucoup chez eux, et je pense qu'on a un peu ça au Crayon, c'est ce côté un peu de rêve, de se dire, c'est possible, tu vois. Ok, ça paraît improbable, je suis un mec lambda qui fait des vidéos. Et pourtant, je vais tenter ce truc-là. Et en fait, bah, ça marche. Et je vais. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc du coup, quand ils ont commencé leur nouveau format, j'étais un peu en mode ah dommage. Et en fait, le temps est en train de leur donner raison. Parce que au début, leur vue n'était pas forcément ce que je voyais en tout cas. C'était pas, ça suivait pas trop leur audience, c'était un peu en mode mitigé. Et de plus en plus, là, ils sont en train de regagner en crédibilité, en visibilité. Leurs contenus sont bons aussi, je sais pas, peut-être eux, à force d'en faire, ils arrivent à être de meilleur en meilleur, ils trouvent leur marque. Moi, j'aurais aimé beaucoup, je crois qu'ils avaient fait un moment, j'aurais aimé les voir dans une matinale radio ou dans un... alors je dis radio, mais ça aurait été sur Twitch, tu vois, mais dans un live un peu matinal ou un peu ressusciter le morning live, ce genre de choses. Je pense qu'ils auraient été excellents là-dedans. Mais force est de constater que leurs vidéos fonctionnent de mieux en mieux et que j'ai de plus en plus envie aussi de regarder leurs vidéos maintenant. Voyez-vous, vous, dans 5 ans, le groupe Le Crayon? Bah, nous, notre grande ambition, mais pour le coup, on s'en cache pas là-dessus, mais c'est de réussir à construire un groupe de média-led compagnie. En quelques mots, la média-led compagnie, c'est un média qui a derrière ce média un business propriétaire à destination de l'audience. Simplement, le but de ce business model, il est très simple, c'est de répondre à la question comment on fait en sorte que notre chiffre d'affaires soit indexé à la confiance que les gens nous portent. Comme ça, notre sujet, c'est plus les vues, c'est la confiance que les gens nous portent. Et c'est ça vraiment notre mission, donner confiance dans les médias. Après, sur le développement, le but, c'est d'avoir entre 5 et 8 business units verticales qui traitent de sujets majeurs de l'époque avec un média qui serait parmi les leaders de cette thématique. Donc là, on en a deux. On a le débat et le tourisme, patrimoine, art de vivre, avec donc le Crayon de France. Mais probablement qu'on ira évidemment sur l'écologie, sur le future of work, sur la technologie, sur l'empowerment aussi. Enfin, il y a pas mal de sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Il y en a d'ailleurs un sur lequel on est en train d'avancer, mais un peu plus B2B. Ok. Tu peux pas en parler encore en B2B? Je vais le dire juste pour teaser parce que je trouve ça cool quand même toujours de un peu teaser et tout. Mais en gros, on est en train de travailler sur un média qui permet d'étendre le message de Sixteen sur prenez la parole en fait, sur une forme d'empowerment par la prise de parole en fait. Ok. On a l'impression en fait le Crayon, tu as déjà monté plein de boîtes avant, mais on a l'impression que c'est vraiment un projet qui te tient vraiment particulièrement en cœur, que tu as envie de pousser jusqu'au bout en fait, quoi, ce groupe l'étendre. Ouais, vraiment. Je sais pas si c'est le projet d'une vie, en tout cas c'est vraiment un projet qui nous durera très longtemps et c'est beaucoup trop tôt pour le dire parce que la vie est très compliquée, faite de rebondissements et de très hauts et de très bas. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas faire quoi que ce soit d'autre dans ma vie que ça, tu vois. Donc on verra où la vie me mène. Mais aujourd'hui, à moins que tu me proposes de prendre la tête d'un club de foot, je vois pas quoi faire d'autre en fait de ma vie, tu vois. Je vois pas quoi faire d'autre de ma vie. Ouais, non, t'as raison. Le foot, c'est le foot. Super, merci. Avec plaisir. Royal. Good.